animer un autre débat. Mais comme je vois qu'il n'y a personne pour lancer la conversation avec Marie Portolano, je vais me permettre de faire le go-between au départ, en remerciant une nouvelle fois Marie d'avoir accepté d'être présente ici toute la journée, ce soir aussi, puisque vous pourrez la retrouver à la salle Télém pour un grand débat sur la place des femmes dans le sport et dans le journalisme de sport à partir de 19h, et puisqu'elle présidera cet après-midi le jury qui va remettre les 6 prix éducation aux médias et à l'information. Peut-être certains d'entre vous sont concernés d'ailleurs. Donc merci Marie. Alors, qui souhaite lancer la discussion? Et on va essayer de vous passer des micros en espérant qu'on trouve quelqu'un dans la salle pour ce faire. Alors déjà, bonjour, j'ai juste une petite question. Vous avez quel âge? 17, donc vous êtes quoi, première terminale, c'est ça? Seconde? J'entends pas. D'accord. Et dans l'assistance, qui aimerait être journaliste de sport? 3, 4... Vous n'êtes pas beaucoup, d'accord. Il y a 3 hommes, non? Non, il y a une femme aussi. Ah, j'ai pardon, vu. pas vu. Ok, c'était juste pour mon information personnelle. Donc allez-y, posez-moi les questions parce que je suis très mal à l'aise à chaque fois de parler de moi pendant 3 heures toute seule. Mais voilà, je vous écoute. Voilà. Alors, à qui je passe le micro? Ah ben si, mademoiselle a un micro, c'est bon. J'avais peur qu'on ait personne pour passer le micro. C'était qui? C'était toi? En fait, je souhaite devenir journaliste, mais je ne sais pas comment trouver ma voie. Enfin, je ne sais pas vers quoi me diriger exactement. Alors, ok. Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que moi, c'était facile. J'étais fan de foot, donc j'avais vraiment envie d'être dans le foot. Après, il y a plein d'écoles de journalisme. Moi, j'ai fait une école de journalisme pas sportive, j'ai fait une école de journalisme normale. Et ensuite, je me suis spécialisée vers le sport. Et dans les études de journalisme, il y a beaucoup de spécialisation au fur et à mesure. Donc, il y a radio, télé, presse écrite. Après, on choisit ce qu'on veut faire. Et ensuite, vous allez trouver votre voie au fur et à mesure. Généralement, les concours des écoles de journalisme sont accessibles à Bac+3, c'est des écoles reconnues. Donc il faut faire une licence d'abord, donc d'histoire, de lettres, d'anglais, de ce que vous voulez, pour avoir un Bac+3 et ensuite tenter les concours. Donc généralement, c'est ces moments-là où vous réfléchissez et ça vient tout seul. D'accord, merci beaucoup. De rien, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On peut peut-être préciser d'ailleurs qu'il y a sur le plateau, vous verrez, il y a plusieurs écoles de journalistes qui sont représentées, parce qu'il y a 14 écoles reconnues aujourd'hui pour accéder à ce métier, et elles sont représentées ici, donc vous pouvez aller sur les stands, vous renseigner et leur demander comment on fait pour s'inscrire, etc. C'est fait aussi pour ça. Voilà, la réponse est mieux de ce côté-là. Salam. Bonjour, je m'appelle Déborah et ma question c'était est-ce que ça a été compliqué pour vous de tourner ce documentaire? Oui, ça a été compliqué parce que déjà toutes les femmes qui parlent à l'époque, c'était en 2021, donc c'était il y a 3 ans, étaient toutes en poste quasi. Il n'y en avait qu'une qui était partie, c'est celle qui s'appelle Clémentine et qui a dénoncé en premier les agissements sexistes. Donc elles étaient toutes en poste, donc elles n'ont pas tout dit. Et elle le disait d'ailleurs, elle disait « je ne peux pas te dire ça, je ne peux pas le dire, ça, il faut que tu l'enlèves ». Donc ça a été compliqué de construire vraiment le documentaire avec des restrictions de parole en fait. Donc, et après, après l'interview, après le documentaire, est-ce que vous avez continué à subir des insultes et tout ça? Pas que vous, hein, que ce soit les autres journalistes et tout ça. Oui. Okay. Merci. Non, mais concrètement, ça n'a rien changé. Hein, on va pas... Slama.
On va pas. Non, non. Enfin, alors ça a changé évidemment. Hein. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir eu des étudiantes en journalisme qui sont venues me voir un jour en me disant j'ai vu votre documentaire et je me suis dit que grâce à ce documentaire, j'aurais plus peur de dire non ou j'aurais plus peur de dire non, ça c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment une victoire. Nous, ce qu'on a fait avec les filles du documentaire, c'était vraiment pour les générations qui arrivent. Parce que nous, concrètement, on est en poste avec des gens qui ne sont pas encore partis et qui ne comprennent pas notre démarche, qui ne comprennent pas ce que c'est que le féminisme aujourd'hui, qui ont du mal avec ça. Donc, c'est votre génération à vous qui va changer la donne, finalement. Je regarde quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est la bonne personne. Voilà, ah d'accord, ok, je ne regardais pas la bonne personne. Oui. Bonjour, je m'appelle Emma et j'avais une question. Est-ce que ça a eu beaucoup de répercussions pour vous d'avoir fait ce documentaire ? Oui, alors je ne sais pas, vous étiez peut-être trop jeune quand il est sorti. Le documentaire est sorti en 2021 et à l'origine, je suis aussi allée interviewer des hommes dans ce documentaire et ce sont des scènes qui ont été coupées parce que un d'entre eux particulièrement avait tenu des propos qui étaient un peu inaudibles sur les femmes dans le sport en disant que concrètement on n'avait pas notre place, quoi. En gros, je vous la fais courte. Donc Canal+ avait décidé de couper ces scènes-là et en fait l'information est sortie. Donc on a beaucoup parlé de ces scènes coupées. Et donc, les répercussions ont été difficiles à vivre, ouais, parce qu'on a beaucoup parlé du documentaire. Moi, personnellement, je pensais que ça allait rester un petit peu dans le milieu, le microcosme du journalisme. Donc, je ne pensais pas que ça allait autant faire parler. Puis, j'ai reçu le prix ici, Assise du journalisme. Donc, j'étais contente et en même temps pas contente, parce que je trouvais que le propos que j'avais voulu tenir, qui est de démonter un système entier, avait été pas bafoué, mais avait pas été compris finalement. Donc oui. D'accord, merci. Il faut peut-être que Marie vous explique quelque chose par rapport à son travail. C'est que moi je l'ai découvert qu'il y a assez peu de temps, parce que quand le jury a de façon très unanime lui a accordé le prix de la meilleure enquête sur le journalisme et sa pratique au moment de la sortie de ce documentaire, eh bien, en fait, Marie n'avait plus accès à ce documentaire, sauf par une clé USB, si j'ose dire. Ouais, je trouve ça hallucinant. Et donc, je pense que ce serait bien que, Marie, tu puisses raconter un peu aussi la question du rapport à ton propre travail. Parce que tout d'un coup, ce travail gênait et donc il était important de le maîtriser. Oui, tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le documentaire est sorti sur Canal. Ça a fait un bruit énorme et ça a causé beaucoup de tort à notamment un homme qui s'appelle Pierre Ménès, pour ne pas le nommer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, il a été licencié suite aux propos qu'il tenait dans le documentaire. Et Canal a décidé de supprimer le documentaire. Donc pendant 3 ans, je n'ai pas eu accès à mon travail, puisque je ne l'avais pas sur moi. Et tous les gens qui me demandaient à voir le documentaire, je leur disais écoutez, je ne peux pas vous le faire voir puisqu'il n'existe plus. Donc le documentaire a existé 3 semaines. Et là, depuis quelques jours, il est de nouveau en ligne sur MyCanal. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez pu le voir, hein, d'ailleurs, sinon il n'aurait pas été possible de le voir. Parce que j'ai sorti un livre qui continue la réflexion sur le sujet. Et je pense que Canal a compris que j'avais été assez contrariée de ne plus pouvoir montrer ce documentaire à qui que ce soit. Donc pour dire qu'il y a encore des freins puissants, puisque le propre travail de Marie Bartolano lui a été en gros retiré, comme on retire un droit d'accès à sa propre œuvre pendant plus de 3 ans, et que c'était aussi un des objectifs en vous montrant ce film aujourd'hui, que de forcer un peu le destin et que de pouvoir dire ce film il doit toujours être vu et revu. À l'occasion des assises, on est content que ça puisse être le cas et que du coup Canal ait bougé.
Oui, parce que concrètement, vous voyez le film, il n'est pas non plus, c'est pas un truc où on se dit, mon Dieu, c'est hyper dangereux, elles se mettent en danger. Enfin voilà, ce sont juste des femmes qui parlent du fait qu'elles en ont ras-le-bol d'être considérées que comme des femmes. Donc, si même ça ne convient pas aux diffuseurs et qu'ils préfèrent l'enlever parce que c'est trop dangereux, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, c'est ça. Oui, ça les dérangeait trop, ça les mettait trop face à leurs propres responsabilités. D'autres questions? Bonjour. Est-ce que vous avez été mis au courant de pourquoi il a été retiré, les raisons en tout cas officielles de la chaîne? Non, j'ai pas été informée, mais il a été retiré parce que la personne qui était visée par le bruit des scènes coupées, en fait, était une personne qui travaillait dans la chaîne. Donc je pense que la chaîne s'est dit, bon là, c'est trop pour nous, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on n'en parle plus. Donc voilà, mais je ne sais pas qui a pris la décision, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, j'avais quitté la chaîne entre-temps, donc j'ai pas eu vraiment d'informations là-dessus. Et je ne sais pas qui a décidé de le remettre. Parce que là, il est remis depuis, je pense, une semaine. Merci beaucoup. Merci. Il y a le micro là-haut. Alors, il y a plein de gens qui arrivent et qui, du coup, n'ont pas vu le doc, ils vont rien comprendre à ce que je dis, du coup. Bonjour. Alors, qui veut bien passer le micro ou bien à côté, alors oui. On va continuer. Moi, c'est une question par rapport aux raisons pour lesquelles vous avez fait ce documentaire. Est-ce que c'est un ras-le-bol général, à force de subir du sexisme quotidiennement au sein de votre travail, vous avez décidé de faire ce documentaire? Ou bien est-ce que c'est un tournant, quelque chose, un fait radical, qui vous a dit non, là, c'est plus possible, il faut agir? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que tout est un peu mélangé. Déjà, on n'en parlait pas du tout entre nous, les filles du documentaire. C'est en faisant ce documentaire qu'on s'est rendu compte qu'on disait toutes la même chose. Donc, c'était hallucinant. C'est-à-dire que vraiment, les filles que vous voyez dans le doc, parfois, elles se connaissent même pas entre elles et pourtant, elles disent quand même la même chose. Non, ce qui a poussé vraiment ma réflexion, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas un singe », qui traite du racisme dans le football. Il a été diffusé sur Canal+ en 2018. Et suite à ce documentaire, il y avait un débat organisé en plateau avec mes collègues qui parlaient, que des hommes, qui parlaient du racisme dans le football. Et je les entendais, j'étais chez moi, je regardais la télé, je les entendais discuter du racisme, de dire que c'était vraiment pas bien, que ça c'était des comportements inappropriés, que ça c'était des termes qu'on ne pouvait plus utiliser. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été prise d'une colère, mais je me souviens vraiment, je suis devenue toute rouge devant ma télé. Et je dis à la personne avec qui j'étais, je lui dis, mais ça, tout ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils me font vivre à moi en tant que femme. Donc j'ai dit, moi je vais faire un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas une salope ». Et voilà. Du coup, c'est comme ça. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas comment le faire. Et puis finalement, c'est ce documentaire-là qui m'a convaincue de passer le pas. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas vu le documentaire, donc vient d'être diffusé un documentaire formidable d'une journaliste formidable qui s'appelle Marie Portoledano, donc c'est moi, sur le sexisme en entreprise dans les rédactions de sport, voilà. Et donc on en parle, voilà, maintenant. Bonjour, c'était un plaisir de voir votre documentaire et ça m'a fait me demander si vous prévoyez d'élargir votre combat hors de votre job et de militer pour la cause féminine dans son entièreté, parce que autant les femmes ici que moi-même, je pense qu'on peut toutes relater à ce qu'on a vu. Donc c'était pour savoir si vous vouliez élargir votre combat ou si vous vous arrêtiez à votre ressenti personnel, dans ce job, dans ce milieu-là. Alors c'est drôle parce qu'à la sortie du doc, j'ai eu beaucoup de messages et de témoignages de gens qui ne faisaient pas du tout partie du journalisme et qui me disaient « mais moi je suis infirmière, moi je vis la même chose, tiens moi je travaille dans le BTP et c'est encore pire ici ». Donc vraiment j'ai senti une espèce d'universalité de gens qui se sentaient en fait touchés et visés
par les propos de mes consoeurs. Donc j'ai travaillé sur un autre documentaire qui va sortir bientôt sur M6, qui est un documentaire qui traite de la même chose et qui est dans le milieu cette fois médical. Donc oui, j'élargis parce que vraiment je considère que finalement, je pense que c'est toutes les femmes dans tous les corps de métier qui ressentent la même chose. Et là, le livre que je viens de sortir parle de ça justement, du fait que finalement, on parle d'une rédaction sportive, mais ça pourrait tout aussi bien être partout pareil. Et ça l'est d'ailleurs. Hein. Enfin, moi, tous les témoignages que je reçois vont en ce sens-là. Continuez, vous avez raison. Le livre en question est disponible à la librairie de la boîte à livres, et vous pouvez peut-être me demander, même cet après-midi, à Marie de le signer si jamais vous le souhaitez. Tout à fait. Je me demandais juste, on a vu que la plupart des journalistes, elles s'auto-censuraient elles-mêmes dans le documentaire, mais est-ce que pour le peu qu'elles ont dit, elles ont quand même subi des répercussions ou pas du tout? Oui. Je ne dirais pas lesquelles, mais il y en a 3 d'entre elles qui ensuite ont été mises à l'écart de leur rédaction parce que unique femme. Donc forcément, quand le documentaire est sorti et qu'il y a eu beaucoup de bruit, ça a été les rédactions d'hommes, alors pas tous évidemment, hein, qui n'ont pas compris quel était le but de ce documentaire, qui ont décidé de plus lui parler, par exemple. Donc elle se retrouvait toute seule à la cantine, ce genre de harcèlement en fait, voilà, qu'on peut vivre. Même la même chose au lycée, hein, j'imagine, le moment où on se sent seul et que tout le monde te regarde de loin et n'a plus envie de te parler, ce qui est absolument abominable. Il y en a une autre qui a été déboutée par la justice, mais pas pour les plaintes qu'elle a déposées par la suite, mais pour autre chose, et qui, là, vit actuellement un moment difficile où tout le monde lui dit qu'elle a menti, alors que c'est vraiment pas le cas. Voilà, donc en gros, concrètement, la parole des femmes est assez souvent remise en question, même quand elles ne disent rien, parce que vous voyez, elles disent rien, en fait. C'est ça qui est fou. Moi, je me suis dit, mais comment ils peuvent mal prendre ce qu'on dit, puisqu'on ne dit rien. On dit juste, on en a assez qu'on nous dise, voilà, ah bah tiens, t'as un beau petit cul, juste arrêtez de le dire, c'est tout, c'est pas très grave, en fait, finalement. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi les gens le prenaient si mal. Voilà. Micro. Ici, il y a des questions en bas aussi, pardon. D'abord en haut. Je peux passer ? Du coup, un moment dans le documentaire, il y avait un moment où vous avez fait du coup une photo en robe avec une jambe dénudée, et toutes les journalistes qui étaient sur la photo disaient que c'était horrible, c'était leur cauchemar et tout ça. Mais est-ce qu'on vous y a forcé à la faire? Oui, alors je suis très contente que vous posiez la question, parce que plusieurs personnes m'ont dit mais pourquoi vous l'avez fait? Et alors oui, on a été forcé à le faire. Alors forcé, non, évidemment. Si j'avais dit non, je le fais pas, je m'en vais, personne ne m'aurait retenu pieds et poings liés. Mais notre rédaction, c'était un grand dossier sur Paris Match qui montrait quelles étaient les journalistes femmes qui comptaient dans les rédactions. Donc chacune des rédactions nous ont dit il faut venir, il faut le faire. Et puis si tu ne veux pas le faire, tu ne feras pas partie des femmes qui comptent. Donc voilà. Et puis surtout, on n'a pas du tout été mis au courant de la photo avant d'arriver. Donc on est arrivé sur le lieu, on a découvert tout ensemble les robes qu'on devait mettre, la tenue, ce qu'on devait faire, et on a vraiment toutes dit, oh là, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais on l'a fait parce qu'effectivement, déjà à l'époque, je crois qu'on est en 2015, donc en 2015, on est loin de la parole libérée, donc on n'osait pas trop dire, et puis surtout on était toutes jeunes, on se disait, il faut le faire, on va le faire. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disent les femmes dans le documentaire. Aujourd'hui, mais jamais plus j'accepterais de faire quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est mais s'ils veulent parler des femmes dans le sport, pourquoi ils viennent pas faire des photos dans notre rédaction? Là, on travaille pas, là. On est juste en train de faire sur des chevaux de bois, sur des barques. Et donc, c'est ça qu'on comprenait pas. Mais on a été, oui, plus ou moins forcés de le faire, effectivement. Mais pourquoi vous êtes resté dans le silence quand votre truc il a été supprimé, votre documentaire a été supprimé? Parce que tout le monde ne parlait que de ça, donc je me suis dit je vais pas rajouter une couche. Non, mais ça a été difficile, pas pour moi à vivre, hein, mais pour beaucoup de gens, puisque il y a eu un moment où vraiment c'était une vague médiatique
compliqué. Parce qu'il y a eu, bref, il y a eu plein de problèmes dans les rédactions. Il y a eu beaucoup d'enquêtes internes qui ont été menées. Moi, j'ai beaucoup de patrons qui m'ont appelé en me disant est-ce que tu as eu des noms? Alors je disais mais moi je ne veux pas donner de noms, justement. C'est le but du documentaire, c'est de déconstruire un système. L'individualité finalement m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est montrer que le système a permis à des gens de se comporter comme ça pendant des années. Donc, ça m'a submergée. Et quand le documentaire a été enlevé, il y a un moment où je me suis dit, tant mieux, parce qu'on parlait que de ça. Moi, mon téléphone, j'avais 80 appels manqués par jour. Enfin, c'était vraiment, ça a duré un long moment. Et donc, j'étais un peu, waouh, ok. Et vous, au travail, vous avez subi des regards un peu sur le côté et tout ça après? Non, mais moi, après, ils avaient peur de moi. Ah. Donc, du coup, ils disaient plus rien. J'étais celle qui, oh là là, elle a fait le documentaire. Si jamais je dis quoi que ce soit, elle va dire un truc sur moi. Donc, non, moi, je suis plutôt épargnée là maintenant. D'accord, merci. Merci. Autre question? Alors, qui a le micro bonjour. Là, je ne vois pas bien. Hein. Oui, à vous. Je voulais savoir si, pendant que vous avez subi cet harcèlement, est-ce que vous avez regretté d'être devenu journaliste ou pas? Non, j'ai jamais regretté parce que j'ai toujours considéré que c'était une chance inouïe de faire ce que j'aime dans la vie. Donc, j'ai jamais regretté. Juste, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Dans le livre, mais ça c'est un truc que je pense que toutes les filles, même à 17 ans, vous vivez encore. Enfin, je me demande d'ailleurs, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, mais dans le livre que j'ai sorti, là, j'en parle de cette stratégie d'évitement que nous, les femmes, on met en place quand on est dans une situation où on se sent pas très à l'aise. Donc c'est ce moment où on va éviter une personne parce qu'on sent qu'il va pouvoir peut-être mettre la main là où il faut pas, ou alors il va dire une blague qui va nous déplaire. Donc voilà, j'appelle ça la stratégie d'évitement, qui est le moment où on essaie d'éviter à tout prix de se retrouver dans cette situation. C'est comme quand on est dans la rue et qu'on marche et qu'on rentre toute seule et qu'on voit au loin un groupe de mecs. Et forcément, on va changer de trottoir et on va essayer de passer par un autre endroit. Parce qu'on sait très bien que si on passe à travers le groupe de mecs, on va forcément avoir des remarques. Enfin, moi, ça m'arrive à chaque fois quand j'étais jeune. Plus maintenant. Maintenant, ils me respectent, surtout que je suis enceinte, donc du coup, ils n'osent rien dire. Mais, donc voilà, c'est cette stratégie d'évitement-là. Et je me suis souvent retrouvée seule parce que j'étais la seule femme. Et donc, je me disais, mais eux, là, les collègues, ils ne se rendent pas compte que là, moi, depuis tout à l'heure, j'évite lui. Parce que je sais que si je me mets trop près de lui, je vais avoir une main aux fesses. Ceci est une image. Oui, voilà. Il n'a rien fait. Bonjour. J'aurais une question. Pendant que vous parlez avec les journalistes, comment vous sentez-vous à l'intérieur, par exemple, quand l'une d'elles pleurait ou elle disait toutes les insultes qu'elle avait reçues? Moi, je pense que ça se voit un peu à chaque fois. J'avais envie de pleurer. En plus, moi, quand quelqu'un se met à pleurer devant moi, j'ai toujours envie de pleurer. Donc, j'étais souvent assez émue par... Puis, à chaque fois, je me retrouvais dans ce qu'elle disait. Je me disais, mais oui, mais bien sûr. Ça, oui, moi aussi, je l'ai vécu. Donc, oui, c'était... Mais c'était des moments... à chaque fois, je rentrais chez moi et je me disais... ça me pesait sur les épaules, quand même. Je me rendais pas compte au fur et à mesure. Je me disais, bon, voilà, un tournage de fait. Et puis, en fait, je me rendais pas compte que ça me touchait personnellement. Merci. Bonjour. Est-ce que pendant que vous avez fait du coup vos années de journalisme et quand vous avez fait le documentaire, vous aviez eu envie de tout abandonner? Non, j'ai jamais eu envie d'abandonner parce que vraiment j'étais trop heureuse de faire ce métier-là. Donc je trouvais dans mon métier des moments de satisfaction intenses. Quand j'étais au stade, que j'allais couvrir un match, je me disais, mais je ne peux pas faire de trucs mieux. C'est-à-dire que moi, je suis payée pour faire ça, alors que concrètement, j'aurais payé pour être là. Donc, voilà, c'est ce que dit Estelle Denis dans le documentaire. C'est une chance de faire ce métier. On a de la chance de le faire. Juste maintenant qu'on a fait ce constat-là, de dire que les remarques sexistes et le sexisme systémique dans sa globalité, on en a marre. Passons à autre chose et exerçons du coup notre métier avec beaucoup de bonheur et sans penser à autre chose. Oui, moi c'est ça, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai passé parfois plus de temps à éviter les gens,
à me dire comment me comporter avec telle personne, parce que sinon je sais qu'il va vouloir aller boire un verre avec moi, et c'est mon supérieur hiérarchique, donc il faut que j'essaye de l'éviter, qu'à travailler. Et ça, évidemment, les hommes, ils ne s'en rendent pas compte puisqu'ils ne le vivent pas. Mais c'est normal. Moi, par exemple, quand j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit « je subis le racisme », mais je ne sais pas ce qu'elle vit, puisque je ne le vis pas. Mais qui je suis pour dire bah, « n'importe quoi, tu vis le racisme, ok ». Mais je ne peux pas savoir ce qu'elle vit. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que les hommes qui disent « non mais franchement, ça va, les femmes, là, vous arrêtez de vous plaindre ». Mais de quoi vous parlez? Vous n'êtes pas des femmes. Vous ne savez pas ce que c'est que de rentrer avec la boule au ventre quand on est toute seule dans la rue. Vous ne savez pas ce que c'est. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire vraiment. Et je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes sentie après que le documentaire ait été posté. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai eu peur pendant la diffusion. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tweet d'un site d'information qui est sorti au moment où le générique de fin sortait. Et le tweet était des scènes coupées dans le documentaire de Marie Portolano pour protéger un tel. Et donc ce tweet-là, il a été, mais je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre, ça va pas prendre? Et ça a été, mais je ne peux même pas vous expliquer, ça a été retweeté, je pense, 10 500 fois, et ça a été repris partout. Donc le dimanche soir, c'était un dimanche à 18h que le documentaire a été sorti. Le dimanche soir, j'avais déjà des coups de téléphone des avocats, de gens qui me disaient, comment tu vas faire? Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises des choses et tout. Donc voilà, donc je me suis sentie tout de suite submergée par la vague. Mais est-ce que vous vous êtes senti d'un côté soulagé d'avoir libéré la parole? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, j'avais tellement envie que les gens comprennent le travail. J'avais envie que le lendemain, en rédaction, les gens disent « Ah là là, ben les filles, en fait, bravo », parce qu'en fait, finalement, je me rendais pas compte que vous viviez ça. Mais je savais que ça allait pas se passer comme ça, donc je savais pas. Je savais pas si j'étais soulagée ou stressée. Un peu des deux, je pense. Merci. Bonjour, ça serait pour savoir, c'était quoi votre réaction lorsque vous avez reçu une récompense pour votre documentaire qui vous avait été justement retiré en quelque sorte? Alors, ce qui était très dérangeant pour moi, c'est que j'étais pas là, parce que je présentais une émission en direct, donc je ne pouvais pas être ici. Donc j'étais vraiment super contente, émue, très surprise, puisque le syndrome de l'imposteur dont je parle, je l'ai encore aujourd'hui. Donc je me suis dit, ouais, les gens ont bien aimé, mais c'est super, ça veut dire que j'ai bien travaillé, j'ai vraiment bien travaillé, bon bah trop bien. Et donc j'étais vraiment extrêmement émue, surprise. Et en plus c'est Patrick Cohen, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui m'a remis le prix et qui a fait un super discours avant. Et je me suis dit, c'est génial qu'un homme de cet âge-là, qui pourrait se sentir visé par ce genre de documentaire, fasse un aussi beau discours pour me remettre un prix. Patrick Cohen était le président. Vous savez que chaque année, on demande à un confrère ou une consoeur de présider le jury, et c'est des assises, et il change chaque année. Donc cette année, c'était effectivement Patrick Cohen. Et moi, le premier souvenir que j'ai de Marie Portolano, que je ne connaissais pas, pour être très honnête, parce que je ne suis pas toujours accroché aux écrans de sport, c'était sur un écran 4:3, un visage au bord des larmes de joie et d'une énergie fantastique qui sautait comme ça à l'image, parce que malheureusement, elle ne pouvait pas être à nos côtés. C'est horrible, j'étais même pas là. Pour une fois que je reçois un prix, je me suis toujours dit, quand je recevrais un prix, je descendrais dans une belle robe et je dirais merci et tout. Et en fait, j'étais même pas là, donc j'étais par visio, quoi, nul. Et donc, 3 ans plus tard, Marie accepte d'être la présidente du jury d'éducation aux médias. Donc, on rattrape un peu ce temps perdu. Exactement, je suis ravie d'être là. Bonjour, nous on se demandait, est-ce que le fait d'avoir fait un documentaire, ça vous a toutes soudées et solidifié contre ces préjugés? Oui, déjà on ne se connaissait pas beaucoup les unes avec les autres, puisque moi par exemple dans les filles que je rencontre, il y a des gens que c'était la première fois que je les voyais physiquement. Je les avais vues à l'antenne parfois, mais je les avais jamais rencontrées. Donc oui, ça nous a soudés. Puis on a
On a beaucoup discuté après, on s'est beaucoup dit, on n'a pas tout dit. Mais oui, ça nous a soudés. Et il y a un vrai truc de sororité. Et d'ailleurs, pour l'unique femme, mais je crois qu'elle est partie, qui veut être journaliste sportive, il y a maintenant une association qui a été créée pour les jeunes étudiantes, en journalisme sportif, pour les aider à trouver des stages, à avoir des contacts, etc. Donc voilà. Donc grâce à ça, il s'est passé plein de choses. Juste derrière, il y a quelqu'un qui veut... Merci. Pardon. Merci, bonjour. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'après ce documentaire, vous avez continué à avoir une certaine appréhension quand vous montez sur un plateau ou une appréhension sur le regard des autres? Oui, toujours. Mais j'ai pas peur, hein. C'est juste que le sexisme, on le vit tout le temps. Là, par exemple, je raconte ce qui m'a convaincue d'écrire un livre pour poursuivre ma réflexion. C'est j'ai été en rendez-vous avec un patron de chaîne en 2022, donc 1 an après la sortie du documentaire. Il me dit Marie, voilà, je m'appelle Nanin, je dirige telle rédaction, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc moi j'y vais en me disant génial, il va me proposer du travail. Et on discute pendant 10 minutes et je réalise qu'il est fan du PSG. Et donc on discute du PSG. À l'époque, c'était pas Enrique, c'était un autre entraîneur qui venait d'arriver. Donc on parle de lui, on dit mais quel mauvais choix, il va rien faire. De toute façon, Mbappé, Neymar, c'est terminé. Enfin bref, on discute tous les deux pendant un long moment du PSG. Et il me dit, mais vous savez, Marie, ça fait des années que je suis votre parcours, puisque moi, je suis fan du PSG, donc je vous ai vu sur toutes vos émissions, à Beansport, à Canal. Et puis l'année dernière, j'ai vu votre documentaire et je me suis dit, mais en plus, elle a un cerveau, c'est formidable. Et je me suis dit, mais what? Ah oui, d'accord, donc... Ah si, il a dit ça. Et donc voilà, ça c'est exactement le sexisme qu'on peut vivre. Ce que je me suis dit, donc ça veut dire que pendant 10 ans, il m'a regardé en se disant, elle est débile. Et puis parce que j'ai fait ce documentaire, il s'est dit, ah finalement il y a quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que non seulement il disait pas ça pour rire, mais pour lui c'est un compliment. Et donc je l'ai très mal pris. Mais j'ai rien dit. J'ai fait très drôle. C'est quand même terrible. Dans cette société marquée par la misogynie et le patriarcat, avez-vous toujours eu conscience des atrocités que vous viviez, ou est-ce que c'est un moment où vous avez dit « Ok, j'en prends conscience et maintenant, stop, on va essayer de faire quelque chose » ? Non, je m'en suis pas tout de suite rendu compte. D'ailleurs, je le dis assez souvent, j'ai adopté les codes du système pour m'intégrer dans le système. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose quand même qui m'a, moi, remarqué en regardant de nouveau le doc, c'est qu'il n'y a aucune femme racisée dans ce doc. On est toutes blanches, on est toutes minces, on est toutes brunes, blondes, plutôt blondes d'ailleurs. En fait, on se ressemble toutes. Et en regardant là, je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible ? Et effectivement, j'avais déjà eu cette réflexion en regardant le documentaire, en me disant, mais il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe, c'est fou, quoi. Enfin, on est vraiment toutes pareilles. Et j'étais allée regarder un peu dans les rédactions pour voir si j'aurais pu aller en chercher, et non, il n'y en a pas à la télévision. Donc, en regardant, je m'étais dit, bon, quand même, il faut qu'on corresponde à quelque chose. La femme qui parle de sport doit correspondre à quelque chose. Elle doit être blanche, mince, et c'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est ça que les gens veulent voir. Et donc, c'est en mûrissant un peu cette réflexion que mon féminisme est arrivé, en fait. Je me suis dit, bon, ok, mais c'est quoi notre place ? Quelle est la place qu'on occupe ? Qu'est-ce qu'on nous demande d'occuper comme place ? Et donc, c'est des grandes réflexions avec des verres de vin et des cigarettes avec mes copines en disant c'est chaud quand même. Voilà, donc c'est au fur et à mesure des années. Et de toute façon, je pense qu'à 17 ans, j'étais féministe au fond, mais je ne m'en rendais pas bien compte, puisque on est toutes, au lycée, on est quand même un peu tous égaux. Non, je ne sais pas. Non. Bon, en tout cas, moi, je me souviens que je parlais foot avec les gens du lycée, donc j'étais acquise dans le groupe des garçons. Mais
Et comment vous avez réussi à contacter toutes ces femmes? Est-ce que vous avez fait une sorte d'appel à l'action? Comment ça s'est déroulé? J'ai juste envoyé des messages sur Instagram, vraiment la base. Et comment vous avez su qui? Vous avez juste contacté des femmes et vous avez eu la chance, entre guillemets, de tomber sur des femmes qui avaient subi la Mais même c'est chose ça que qui vous? est fou, c'est que moi quand je vais voir ces femmes, je me dis pas du tout qu'elles ont subi du harcèlement, du sexisme. J'y vais pour faire un constat. Donc j'y vais avec mes questions en disant bon, est-ce que tu as vécu toi? Et c'est en écoutant ce qu'elles racontaient, je me suis dit mais en fait c'est chaud, on a vraiment toutes vécu la même chose. Donc évidemment que quand on est en école de journalisme, on vous dit qu'il faut préparer les interviews. Donc j'avais préparé les interviews, je les avais eues au téléphone avant. J'avais donc déjà pré-interviewé ces filles, donc je savais ce que j'allais chercher en les voyant, mais en pré-interview, j'avais réalisé à ce moment-là que il y avait des femmes. Enfin, par exemple, il y a Laurie, une blonde, qui me dit qu'elle a été harcelée. C'est au début du doc. Je ne le savais pas du tout. Elle m'en avait jamais parlé. Même en pré-interview, elle m'avait pas évoqué ce harcèlement-là. Et d'ailleurs, je crois que je fais ah bon. Enfin bon, voilà. Donc je savais pas. C'est en le faisant que j'ai réalisé. Est-ce que vous aviez des amis dans les femmes que vous avez interviewées? J'ai une oui, qui était mon amie et qui l'est toujours d'ailleurs. Et vous saviez avant de l'interviewer ce qu'elle vivait aussi? Et alors c'est marrant parce que c'est la seule qui m'a pas tout dit. Enfin, qui m'a pas dit vraiment la vérité. Et d'ailleurs, elle me l'a dit quelques mois après la sortie. Elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais dû te dire vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'elle avait peur, je sais pas, elle avait peur. De toute façon, c'est ce qu'elles disent. Elles disent qu'elles craignent un peu les représailles. Mais... Je vous remercie. Alors, on a encore à peu près 5 minutes, si vous voulez bien. Donc, on va essayer de prendre 3 ou 4 questions encore. C'est marrant, vous avez vachement réagi quand j'ai parlé de l'égalité au lycée. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'égalité au lycée? Si. Bonjour madame. Il y a un moment dans le documentaire où vous avez posé la question que, en fait, est-ce qu'il faudrait avoir des quotas? Oui. Et pour vous, est-ce qu'il faudrait en avoir ou... Moi, j'étais contre les quotas. Et en fait, j'ai réalisé que quand il n'y a pas de quotas, il ne se passe absolument rien. Donc, regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de femmes racisées. S'il y avait des quotas de femmes racisées à l'antenne, ben, il y en aurait. Et en fait, quand il n'y a pas de loi, de règles, les gens font sans. Les privilèges restent à ceux qui les détiennent, c'est-à-dire les gens qui sont en poste aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui les hommes. Merci madame. Si je peux me permettre une petite allusion aussi politique. J'étais jeune journaliste, j'étais à fond contre les quotas quand il s'est agi de dire il ne peut pas y avoir de conseil municipal, il ne peut pas y avoir de liste sans qu'il y ait une femme, un homme, en disant que c'était une atteinte à la dignité de chacun, etc. Et qu'est-ce qui a permis vraiment de faire une avancée significative sur les femmes en politique qui fait qu'on ne s'interroge plus sur le fait qu'une femme soit première ministre? C'est parce que il y a plus de 20 ans maintenant, il a été décidé qu'il y avait des quotas et qu'on ne pouvait plus présenter une liste aux élections municipales. Vous êtes devenu pour les quotas? Et non, mais je pense que ce combat sur les quotas, il est à la fois très choquant sur le fond et absolument nécessaire. Je suis d'accord, exactement. Si on veut faire bouger les lignes, pardon sur cette inscription, mais c'est un débat qui dépasse largement la question des rédactions. Comment les rédactions doivent être à l'image de la société, c'est une sacrée question qui est posée à tout le journalisme français et le journalisme mondial. Mais à un moment donné, si on ne se donne pas des règles comme celle-là, y compris avec leur caractère discutable, eh bien, on ne progresse pas, je crois profondément. Pardon. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des femmes qui sont épargnées du journalisme, dans le journalisme sportif, de tout ce sexisme et tout? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est ce que je dis, c'est que chacune d'entre nous a son seuil de tolérance lié à son histoire personnelle. Par exemple, Margot, la fille qui pleure quand elle dit qu'on lui a dit qu'elle avait couché avec un tel, la vérité, c'est que quand elle s'est mise à pleurer devant moi, j'ai fait « Ah ouais, waouh !» J'ai pas compris pourquoi elle s'est mise à pleurer. Parce que moi, j'ai entendu plein de fois elle a couché pour réussir, mais moi, je m'en foutais. Je me disais « Oui, d'accord. Hein. Si c'est la seule explication pour laquelle j'ai eu l'interview et pas toi, bah ok, si tu veux, quoi. » Mais donc moi, ça m'avait jamais touchée. Je m'étais jamais dit c'est grave d'entendre un truc comme ça. Et quand je l'ai vue pleurer et qu'ensuite on a discuté et que elle m'a dit mais moi, ça m'a traumatisée de me dire que les gens pensaient que j'étais là parce que j'avais couché avec le patron. Parce qu'évidemment, la rumeur va vite en plus. Hein. Il suffit que quelqu'un le dise et ensuite tout le monde en parle dans les couloirs. Et donc j'ai réalisé que chaque personne en fait vit les choses de manière différente. Donc je pense qu'il y a des femmes qui se sentent pas du tout menacées
Parce que, d'ailleurs, Estelle Denis, elle le dit. Elle dit non, mais moi, je me suis jamais sentie incompétente. Moi, si je suis là, c'est parce que j'ai ma place, mais parce que c'est une femme forte qui a toujours été comme ça. C'est une personnalité. Il y a des femmes qui n'ont pas la même personnalité. Merci beaucoup. On va peut-être essayer pour les 2 ou 3 dernières questions de monter géographiquement, parce que dans ça, les premiers rangs monopolisent un peu là. Bonjour, j'avais une question. Alors, quel enseignement, c'est-à-dire une leçon, en avez-vous tiré suite à la réalisation de ce documentaire? Et selon vous, quelle solution pourrait être mise en place pour que ces comportements sexistes ne soient plus banals? J'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je pense que l'éducation... Mais moi, je pense que votre génération arrive avec beaucoup de... Moi, j'ai un énorme espoir en vous, en fait. C'est vous qui allez changer la donne. Mais surtout, vous allez changer la donne sur le féminisme, vous allez changer la donne sur le racisme, sur l'inclusion, sur les droits. Enfin, voilà, sur l'écologie aussi. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est que les jeunes qui vont prendre la place... Moi, je suis arrivée dans une rédaction où les gens avec qui j'ai travaillé étaient des personnes dont les mamans n'avaient jamais travaillé. C'était toujours occupé d'eux. Donc, leur exemple et leur modèle, c'était de dire la femme doit s'occuper des enfants. Mais je ne leur en veux pas du tout. C'était leur modèle. C'était leur vision de la vie. C'était leur éducation à eux. Vous, maintenant, vous avez 17 ans. Je suis persuadée qu'aucun homme ici dans la salle ne se dirait en arrivant dans le milieu du travail « Non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est une femme, elle n'a pas le droit d'être là. » Enfin, pour vous, c'est normal maintenant que les femmes travaillent. Donc, je pense que les solutions, c'est ça vient de vous. Allez, 2 dernières questions. Je te répondrai à ta question. Depuis tout à l'heure, tu lèves la main, personne ne te voit. Ne t'inquiète pas, Bonjour. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont soutenu à faire votre documentaire? Mais oui, carrément. Mais il y a plein d'hommes qui me soutiennent. Franchement, il y a plein d'hommes qui se sentent pas visés. Et tant mieux d'ailleurs. Moi, je pense que le féminisme aujourd'hui doit se jouer avec les hommes, tous ensemble. En fait, c'est un humanisme qu'il faut créer. Je sais pas si je regarde la bonne personne, mais bon, on s'en fout. Mais voilà. Excusez-moi, mais ma question serait, après la sortie du film, après avoir dénoncé justement toutes ces discriminations, la misogynie, ou encore même tous les avantages dont ont profité les hommes dans le milieu de l'information, est-ce que tout ce film n'aurait pas incité après, peut-être même inconsciemment, à une méfiance de la gente féminine envers la gente masculine, peut-être même à peut-être diviser, à inciter peut-être à être plus prudent, voire presque paranoïaque. Après, évidemment, je prends conscience que c'était peut-être déjà le cas avant la sortie du film, et puis une prise de conscience a été nécessaire. D'ailleurs, justement, j'espère qu'il y aura peut-être plus de films de ce genre plus tard, mais ma question serait, est-ce que ce film pourrait peut-être risquer d'inciter à diviser, en fait? Je pense pas, parce que le film, il n'est pas violent. C'est des femmes qui prennent la parole, qui incriminent personne. Il n'y a pas vraiment de violence en fait. Donc je pense pas que ça divise. Au contraire, je pense que ça, je sais pas. Enfin moi j'aimerais penser que ça rassemble, mais parce que moi j'ai eu plein d'hommes qui m'ont témoigné leur soutien après la sortie du documentaire. Et donc non, je pense pas. Mais peut-être, mais je pense pas. Bien, merci beaucoup à vous pour votre attention. Pour toutes vos questions, tu auras le droit à une réponse privée. Merci infiniment à Marie Portolano. Je ne sais pas si c'est compatible avec vos agendas, avec vos enseignants, etc. Mais donc Marie, et si tu le veux bien, on va pouvoir proposer à celles et ceux qui veulent... Attendez, avant de partir, je voudrais juste faire une vidéo où genre vous applaudissez un truc de fou. Comme ça, je le poste sur mes réseaux en disant « Regardez le triomphe ». Ok? Vous êtes d'accord? Attendez. Merci.
Trop bien, merci. Et si vous le voulez, donc, on peut vous retrouver à la boîte à livres si Marie veut bien monter, si quelques-uns veulent prendre connaissance de la poursuite du documentaire. Je suis la femme du plateau. Merci beaucoup. Attends, je vais le ramener du coup. Ouais.